Bonjour et bienvenue pour notre exploration des sources. Aujourd'hui, on s'attaque à une question un peu tiki, un peu folle peut-être. Est-ce qu'on peut vraiment utiliser les maths des jeux de société, genre les échecs ou le poker, pour décrypter des décisions économiques hyper complexes? C'est exactement le pari un peu fou, oui, de John von Neumann et Oscar Morgenstern dans leur livre culte Theory of Games and Economic Behavior, paru en 1944. On a là sous les yeux des morceaux choisis de ce pavé fondateur, des préfaces, des bouts des premiers chapitres, bref, de quoi essayer de saisir l'étincelle initiale. Notre mission, alors si on l'accepte, comprendre comment ils ont voulu appliquer une théorie mathématique des jeux complètement neuve à l'époque pour enfin modéliser sérieusement le comportement économique dit rationnel. On va parler utilité, stratégie, règles du jeu, essayer de voir pourquoi ce livre a fait l'effet d'une bombe, quoi. Il faut dire qu'ils s'y vont pas de main morte, hein. Dès le début, ils affichent une ambition euh, énorme. Utiliser les jeux non seulement pour eux-mêmes, mais surtout comme une clé pour ouvrir les portes d'une économie et d'une sociologie enfin rigoureuses, basées sur des fondations mathématiques solides. Alors, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui les chiffonnait tant dans l'économie de leur temps? Fondamentalement, ils trouvaient ça trop descriptif, trop littéraire, quoi. Pas assez mathématique, en fait. Ils voyaient bien que les outils mathématiques classiques, comme le calcul différentiel qui marchait si bien en physique pour décrire le mouvement des planètes, par exemple, eh bien, ça patinait complètement face aux problèmes économiques. Mais pourquoi cette inadéquation? C'est pas juste une histoire de maximiser son profit, comme on le dit souvent? Ah, si seulement c'était si simple. Le problème, c'est que l'économie, ce n'est pas un face-à-face avec la nature ou des lois physiques immuables. C'est un jeu d'interaction stratégique. Mes choix dépendent de ce que je pense que vous allez faire, et inversement, hein. L'information circule mal, personne n'a toutes les cartes en main, c'est un bazar organisé, quoi. Un peu comme au poker, du coup, où il faut deviner ce que l'autre a et bluffer en conséquence? Exactement. Et face à ce bazar, justement, von Neumann et Morgenstern lancent leur idée maîtresse. La théorie des jeux de stratégie n'est pas juste une jolie métaphore, c'est le langage mathématique qu'il faut pour décrire ces interactions. Leur but, c'est pas de faire des études de cas empiriques, mais vraiment de bâtir un tout nouveau cadre théorique. Ok, ambitieux en effet. Mais alors, comment est-ce qu'il s'attaque au cœur du réacteur, ce fameux comportement rationnel, l'idée que chacun cherche à maximiser quelque chose? Ils partent bien de là, oui. De l'idée que l'individu cherche à maximiser son utilité ou son profit. C'est la base classique. Mais ils pointent tout de suite du doigt les énormes difficultés. C'est quoi au juste cette utilité? Et surtout, comment la mesurer? Sans compter que nos motivations sont souvent bien plus tordues qu'un simple calcul de gain. On pense souvent, pour simplifier, au modèle de Robinson Crusoe, non? Seul sur son île, il doit juste gérer au mieux ses ressources face à la nature. C'est ça. C'est un bon point de départ pour illustrer la maximisation simple. Robinson, lui, il contrôle tout. Il optimise ses choix face à des contraintes claires. Mais, et c'est là que von Neumann et Morgenstern y insistent, ce modèle explose littéralement dès qu'on ajoute une deuxième personne. Disons vendredi. On passe à ce qu'ils appellent une économie d'échange social. Et là, tout change, j'imagine. Ah oui, radicalement inturant. Le résultat pour Robinson ne dépend plus seulement de ses actions, mais de ce que Vendredi va faire, et inversement. Chacun doit anticiper l'autre. On entre dans la stratégie pure. Et la complexité, elle grimpe en flèche avec le nombre de joueurs. Pensez à la différence entre un duel, un monopole bilatéral, une partie de poker à 4, un oligopole, et la bourse avec des milliers d'acteurs, la concurrence. C'est un peu comme en physique, vous savez, passer d'un problème à 2 corps à un problème à n corps, c'est un cauchemar calculatoire. Cette interdépendance rend l'idée de simple maximisation très, très glissante, en effet. Et ça nous ramène à cette fameuse utilité. S'il faut la mesurer pour faire des maths sérieuses, comment est-ce qu'ils s'y sont pris? C'est là qu'ils sortent un peu un lapin du chapeau, non? Ah oui, on peut dire ça. C'est une de leurs contributions les plus géniales, en fait. Ils abandonnent l'idée de mesurer l'utilité comme on mesure, je sais pas, une température. À la place, ils proposent une approche basée sur les préférences face à des choix risqués, des loteries en quelque sorte. Des loteries, c'est-à-dire, expliquez un peu. Alors, imaginez que vous préférez, disons, des vacances à la montagne, option A, plutôt qu'à la mer, option B. Et que vous préférez la mer, B, plutôt que de rester chez vous, option C. L'idée clé, c'est de dire,
Il doit exister une probabilité P, un chiffre entre 0 et 1, tel que vous soyez parfaitement indifférente entre, d'un côté, avoir B, la mer, avec certitude, et de l'autre côté, jouer à une loterie qui vous donne A, la montagne, avec une probabilité P, et C, restez chez vous, avec la probabilité complémentaire 1 moins P. Ah, d'accord. En trouvant ce point d'équilibre, cette probabilité P, on peut commencer à mettre des chiffres sur mes préférences relatives entre A, B et C. C'est ça l'idée? C'est ça, exactement. En posant quelques règles de base sur la cohérence des choix, des axiomes quoi, du genre si je préfère A à B et B à C, je dois préférer A à C, ce genre de choses, il montre qu'on peut construire une échelle numérique d'utilité. Mais le truc fondamental, c'est que cette échelle, elle ne représente pas une quantité de bonheur, attention, elle représente votre attitude face au risque. Est-ce que vous êtes prête à risquer de rester chez vous pour avoir une chance d'aller à la montagne, plutôt que de sécuriser l'option mer? Donc ce n'est pas une mesure absolue du plaisir, mais une façon de quantifier comment on arbitre entre différentes options plus ou moins risquées. Précisément. Et cette mesure est unique à une transformation linéaire positive près. Ça veut juste dire que l'échelle elle-même importe peu, que ce soit de 0 à 10 ou de 0 à 100, tant que les rapports et l'ordre des préférences sont conservés. C'est un peu comme noter des films. Que l'échelle soit sur 5 étoiles ou sur 20, si un film est jugé 2 fois meilleur qu'un autre, ça doit se retrouver dans les deux systèmes. Le vrai coup de génie, c'est de passer d'une notion un peu vague de satisfaction à une mesure des préférences face au risque, quelque chose de plus concret, de chiffrable, qui permet d'utiliser l'outil super puissant de l'espérance mathématique. D'accord, je vois. On a donc des agents rationnels qui savent évaluer le risque grâce à cette utilité mesurable et qui interagissent. Comment est-ce que la théorie prédit l'issue de leurs interactions? Ils parlent de solutions, c'est ça? Oui, et là encore, leur concept de solution est assez contre-intuitif au premier abord. Ce n'est pas forcément prédire un résultat précis, une répartition unique des gains par exemple. Une solution, pour eux, c'est un ensemble de répartitions possibles qui sont, disons, collectivement stables. Un ensemble. Mais pourquoi pas juste l'équilibre le plus probable ou le plus juste? Parce qu'ils introduisent une idée clé, la domination. Une répartition des gains X domine une autre répartition Y si un groupe de joueurs, une coalition, préfère unanimement X à Y et a le pouvoir, par ses actions coordonnées, de l'imposer. Si une répartition peut être améliorée pour un groupe qui peut s'allier, elle n'est pas stable. Logique. Si un groupe peut faire mieux en s'alliant, l'ancienne situation est menacée, elle va pas tenir. Exactement. Sauf que, attention, cette relation de domination peut être cyclique. C'est possible que X domine Y, que Y domine Z, mais que Z revienne dominer X. Ça peut tourner en rond en quelque sorte. Du coup, impossible de trouver le meilleur résultat unique et stable dans certains cas. D'où l'idée d'un ensemble de résultats acceptables. Un peu comme un club d'issues stables entre lesquels on peut naviguer. C'est une bonne image, oui. Ils définissent une solution S comme un ensemble de répartitions possibles, le club, avec deux propriétés fondamentales. 1. Personne dans le club ne peut être délogé par un autre membre du club, c'est la stabilité interne. Aucune imputation dans S n'est dominée par une autre imputation dans S. 2. Et toute option qui est hors du club est menacée par au moins une option du club, c'est la stabilité externe. Toute imputation hors de S est dominée par au moins une imputation dans. Donc, une fois qu'on est dans cet ensemble solution, on y reste en quelque sorte. Et si on est dehors, on est poussé à y rentrer. Mais ça ne dit pas quelle issue précise va se réaliser au sein de cet ensemble. C'est ça? C'est tout à fait ça. Et c'est là que ça devient fascinant d'un point de vue sociologique presque. Ils interprètent cet ensemble S comme un standard de comportement socialement acceptable, une convention stable. Il peut y avoir plusieurs solutions possibles pour le même jeu, ce qui pourrait représenter différents équilibres sociaux, différentes normes, différentes façons de faire, qui pourraient émerger et se maintenir dans une société. L'idée forte, c'est que la stabilité sociale n'est pas forcément un point unique, mais potentiellement un ensemble de conventions acceptables. C'est assez révolutionnaire comme vision de l'ordre social. Une fois qu'ils ont posé ces bases rationalité mesurable, via l'utilité, et la solution, comme cet ensemble stable défini par la domination, ils opèrent un changement de cap assez net au début du chapitre suivant, non? Oui, tout à fait. C'est comme si se disait OK, on a les concepts de base pour l'économie, mais maintenant il faut qu'on maîtrise l'outil lui-même. Donc, ils décident de mettre l'économie un peu en pause pour développer la théorie des jeux en tant que discipline mathématique à part entière. Il faut construire la boîte à outils avant de pouvoir vraiment l'utiliser efficacement. Et ils commencent par classer les jeux, un peu comme un biologiste classerait les espèces animaux? Oui, c'est une bonne analogie.
La grande distinction fondamentale, c'est entre les jeux à somme nulle et les jeux non somme nulle. Somme nulle, c'est le cas le plus simple à imaginer. Ce que l'un gagne, l'autre le perd exactement. Le total des gains et des pertes est toujours zéro. Pensez à un pari simple entre amis ou aux échecs. Un gagnant, plus 1, un perdant, moins 1, le total fait 0. Et non somme nulle alors? C'est le cas le plus courant dans la vie réelle et en économie. Le total des gains peut être positif, tout le monde y gagne, comme dans un accord commercial réussi où la valeur est créée, ou négatif, tout le monde perd, comme dans une guerre commerciale destructrice. Ils reconnaissent que c'est le cas général, le plus important sans doute, mais pour commencer, pour bâtir la théorie, ils se concentrent sur le cas plus simple de la somme nulle, et plus particulièrement les jeux à 2 joueurs. Bien sûr, l'autre grand critère de classification, c'est le nombre de joueurs, 2, 3 ou n joueurs. Et la complexité, on l'a dit, explose avec le nombre. D'accord. Pour analyser ces jeux, il faut pouvoir les décrire très précisément. Comment est-ce qu'ils définissent un jeu de manière formelle, mathématique? Avec une très grande rigueur. C'est la marque de fabrique. Un jeu, pour eux, c'est avant tout un ensemble de règles. Et ces règles doivent spécifier absolument tout. Qui joue quand? Quels sont les coups possibles à chaque étape? Ils appellent ça les moves. Quand exactement la partie s'arrête? Et surtout, comment les gains, les payoffs, sont distribués à la fin en fonction de l'issue de la partie. Et un coup, ça peut être une décision réfléchie d'un joueur, mais aussi un coup de dé, un hasard. Absolument. Ils distinguent très clairement les coups personnels, qui résultent du choix d'un joueur, des coups du hasard, comme tirer une carte dans un paquet mélangé ou lancer un dé. Une partie complète, qu'ils appellent un play, c'est une séquence spécifique de tous ces coups, personnels ou de hasard, du tout début jusqu'à la fin définie par les règles. Et l'information dans tout ça? Savoir ce que les autres savent ou ne savent pas, c'est absolument crucial, non? C'est un point central, oui, absolument central. Ils font la distinction clé entre les jeux à information parfaite, comme aux échecs, où à tout moment on voit toute la position, tout est visible, et les jeux à information imparfaite, comme au poker, où les cartes de l'adversaire sont cachées. Et cette information imparfaite, évidemment, ça ouvre la porte au bluff, à la déduction, à la communication cachée. Pensez au bridge, par exemple, où les partenaires essaient de se signaler discrètement des informations par leurs enchères, tout en sachant que les adversaires écoutent et essaient de décrypter aussi. Ce que chaque joueur sait ou ne sait pas, à chaque moment où il doit prendre une décision, c'est fondamental pour la stratégie. Ce qui nous amène tout logiquement au concept de stratégie. C'est peut-être le mot-clé de toute la théorie, non? Sans aucun doute. Et leur définition est très très forte. Une stratégie pour un joueur, attention, ce n'est pas juste une vague intention, un plan général. Non, c'est un plan d'action complet et ultra détaillé qui spécifie exactement quoi faire dans absolument toutes les situations imaginables où ce joueur pourrait se retrouver à devoir jouer. C'est comme un algorithme parfait qui couvre tous les cas de figure possibles du jeu pour ce joueur. Attendez, un plan complet. Mais pour un jeu comme les échecs, par exemple, ça semble complètement délirant, non? Le nombre de situations possibles est astronomique. Est-ce que c'est vraiment réaliste comme concept? C'est une excellente question. Et oui, théoriquement, pour des jeux complexes, c'est vertigineux, impraticable en réalité. Mais l'intérêt énorme de cette définition, même si elle paraît très abstraite, c'est qu'elle permet une simplification conceptuelle majeure. Si on imagine que chaque joueur choisit une telle stratégie complète avant que la partie ne commence, alors toute la partie est, en principe, déterminée. Bon, à part des coups de hasard, mais on peut calculer l'espérance des gains. On passe alors de la description très lourde du jeu coup par coup, ce qu'ils appellent la forme extensive, l'arbre du jeu, à une vision beaucoup plus simple, la forme normalisée. Et cette forme normalisée, c'est quoi l'idée derrière? Simplifier comment? L'idée, c'est de voir le jeu comme si chaque joueur choisissait sa stratégie complète, son plan total en une seule fois, simultanément et sans savoir ce que les autres choisissent concrètement. Le résultat du jeu, c'est-à-dire les gains de chacun, devient alors simplement une fonction des stratégies choisies par tous les joueurs. On peut représenter ça souvent par une grande matrice, par exemple dans un jeu à 2 joueurs. Chaque ligne correspond à une stratégie du joueur 1, chaque colonne a une stratégie du joueur 2, et la case à l'intersection donne les gains des 2 joueurs si ces stratégies sont jouées. Cette forme est beaucoup plus facile à analyser mathématiquement. Ils formalisent d'ailleurs tout ça de manière très poussée, j'imagine, avec la théorie des ensembles, des axiomes. Oui, ils sont extrêmement rigoureux.
Ils utilisent la théorie des ensembles pour définir proprement les jeux, les séquences de coups, l'information via des notions comme les ensembles d'informations qui regroupent les situations indiscernables pour un joueur. Et bien sûr, les stratégies. C'est ce qui donne sa puissance et sa généralité à leur approche. Les arbres de jeu qu'ils dessinent parfois aident à visualiser la structure extensive, mais l'analyse théorique se fait souvent sur cette forme normalisée, plus abstraite, mais plus maniable. Parfait. Donc, armé de cette utilité mesurable, de cette notion de solution comme ensemble stable et de cette définition rigoureuse des jeux et des stratégies en forme normalisée, ils peuvent enfin commencer à analyser concrètement des jeux. Et ils débutent par le cas le plus simple, si j'ai bien suivi, les jeux à 2 joueurs et à somme nulle. C'est le point d'entrée logique, oui. Après le cas un peu trivial d'un joueur seul face au hasard, c'est le premier vrai jeu d'interaction stratégique où les intérêts sont purement conflictuels. Et la forme normalisée, avec sa matrice de gain, devient leur outil d'analyse privilégié pour ce cas. Et là, ils introduisent 2 concepts mathématiques qui vont devenir fondamentaux, max et min. C'est ça ? Exactement. Dans un jeu à somme nulle à 2 joueurs, on peut appeler, disons, phi de x, y, le gain du joueur 1 si lui choisit la stratégie x et le joueur 2 choisit la stratégie y. Comme c'est à somme nulle, le gain du joueur 2 est automatiquement moins phi de x, y, l'opposé. Alors le joueur 1, s'il est rationnel et surtout prudent, il va chercher à choisir la stratégie X qui lui permet de maximiser le gain minimal qu'il est sûr d'obtenir, peu importe ce que fait l'adversaire. C'est le fameux maximin. Il maximise sa sécurité, son pire cas possible. Et le joueur 2, lui, qui perd ce que le joueur 1 gagne. Il fait l'inverse. Exactement. Lui, il veut choisir sa stratégie Y pour minimiser le gain maximal que le joueur 1 pourrait réussir à empocher contre lui. Il cherche à limiter les dégâts au maximum possible. C'est le minimax. Il minimise le meilleur résultat possible pour l'adversaire. La question cruciale devient alors, est-ce que le montant que le joueur 1 peut se garantir au minimum, son maximin, est le même que le montant maximum que le joueur 2 est forcé de lui concéder au mieux, le minimax vu du joueur 1. Est-ce que les deux coïncident ? C'est le cœur du problème pour ces jeux. Et il montre d'abord une chose toujours vraie. Le maximin, ce que le joueur 1 peut garantir, est toujours inférieur ou égal au minimax, ce que le joueur 2 doit concéder au maximum. C'est assez logique. Ce que je peux me garantir au pire est forcément moins bon ou égal à ce que l'autre est obligé de me laisser dans son meilleur scénario à lui, qui est le pire pour moi. Mais la question, c'est quand est-ce qu'il y a égalité ? C'est ça le cas intéressant. C'est le cas magique, oui, où le jeu possède ce qu'ils appellent un point selle, saddle point en anglais. Imaginez une selle de cheval. Elle monte dans une direction, de l'avant vers l'arrière, mais elle descend dans l'autre direction, de gauche à droite. Un point selle dans le jeu, c'est un couple de stratégies, une pour chaque joueur, disons x0 et y0, tel que phi de x0, y0 est à la fois le minimum sur la ligne x0, le joueur 1 ne peut pas faire pire en jouant x0, et le maximum sur la colonne y0. Le joueur 2 ne peut pas faire mieux, c'est-à-dire faire perdre plus au joueur 1 en jouant y0. Aucun des deux n'a intérêt à changer unilatéralement de stratégie si l'autre s'en tient à la sienne. Ah oui, si ce point existe, c'est une sorte d'équilibre naturel, une solution évidente et stable pour les deux. Absolument. Si un point selle existe, la valeur du jeu est claire. C'est ce gain phi de x0, y0, et les stratégies x0 et y0 sont les choix rationnels évidents pour les deux joueurs. Ils illustrent ça très bien avec des petites matrices de gains simples. Parfois, il y a un point selle clair qui saute aux yeux, parfois non. Et quand il n'y en a pas, en choisissant une seule stratégie, pure comme jouer toujours pierre à pierre-feuille-ciseaux, eh bien ça ouvre la porte à l'idée géniale des stratégies mixtes, jouer au hasard entre plusieurs stratégies pures avec des probabilités bien choisies, mais ça, c'est une autre histoire qu'ils abordent un peu plus tard dans le livre. Fascinant. Donc, si on essaye de récapituler ce voyage éclair dans leurs premières idées, face à une économie qu'ils jugeaient trop molle, trop descriptive, von Neumann et Morgenstern proposent la théorie des jeux comme un scalpel mathématique. Ils redéfinissent l'utilité pour la rendre mesurable face au risque. Ils proposent une vision de la solution, non pas comme un point unique, mais comme un ensemble de conventions sociales stables. Ils définissent avec une rigueur extrême les jeux et les stratégies, notamment via la forme normalisée, et ils commencent l'analyse par les conflits purs, les jeux à somme nulle à deux joueurs, en cherchant cet équilibre stable du point selle via les concepts de maximin et minimax. C'est à peu près ça.
C'est une excellente synthèse de la charpente impressionnante qu'ils construisent dans ces premiers chapitres, oui. C'est une véritable tentative monumentale de fonder l'analyse des interactions humaines, qu'elles soient économiques ou sociales, sur une base mathématique solide, cohérente et surtout nouvelle pour l'époque. Et pour nous laisser matière à réflexion, pour terminer, quelle serait la petite graine de doute ou la question ouverte que ces textes, malgré leur puissance, sèment peut-être ? C'est intéressant parce que les auteurs eux-mêmes sont très très lucides sur les limites de leur propre création, du moins à ce stade précoce du développement. Vers la fin du premier chapitre notamment, ils admettent assez ouvertement que leur théorie est fondamentalement statique. Elle analyse des équilibres, des états stables, un peu comme si les choix étaient faits une bonne fois pour toutes, ou en même temps, hors du temps. Or, ils savent bien que le monde réel est dynamique, que les alliances se font et se défont, que les gens apprennent de leurs erreurs, qu'ils adaptent leur stratégie en cours de route. Qui laisse une question énorme et qui est toujours brûlante d'actualité d'ailleurs. Jusqu'où une théorie qui repose sur une rationalité parfaite, sur des choix comme figés dans le temps ou faits simultanément, peut-elle vraiment saisir la complexité bouillonnante des décisions réelles, prises au fil de l'eau, avec des informations qui changent tout le temps, et puis avec des cerveaux humains qui ont leurs limites, qui apprennent, qui oublient, qui sont sujets aux émotions. C'est exactement le défi immense qui a nourri des décennies de recherche après eux, que ce soit en théorie des jeux évolutionniste, en économie comportementale, en intelligence artificielle aussi. Comment intégrer le temps, l'apprentissage, la rationalité limitée, l'information incomplète et dynamique. Ce livre fondateur a ouvert la porte de manière spectaculaire, mais le couloir derrière est encore très long et rempli de questions absolument passionnantes. Une belle invitation à ne pas prendre la théorie pour une réponse définitive et figée, mais plutôt comme un outil incroyablement puissant pour poser les bonnes questions, pour structurer la pensée. C'est sur cette interrogation que nous allons conclure notre exploration d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.